a explosé. Le stade a explosé. Au fond des filets. Dans le haut de la boîte à pain. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à Plein Axe, troisième édition de la saison 2026. Aujourd'hui, à Plein Axe, on parle naturellement du CF Montréal, on revient sur le podium de l'entre-saison en MLS, on parle real estate avec le Canada et on va aller un peu plus loin aussi avec les joueurs qui pourraient revenir sur cette partie du continent, en fait, cette partie du monde, sur ce continent. Frédéric Laure avec vous, en compagnie, Frédéric Laure de Apple TV, la voix du CF Montréal depuis une quinzaine d'années, en compagnie d'Olivier Brett, qui est celle du CF Montréal sur les ondes de RDS, qui sera la description aussi d'une Coupe du Monde que j'attends avec beaucoup de fébrilité et beaucoup de travail, je te dirais, parce que j'ai eu mon horaire. Je sais pas si je te le disais la semaine passée. Il se plaint. Non, je me plains pas. Au contraire, c'est tellement un privilège. D'ailleurs, ce sera... ça nourrit la question l'un ou l'autre que je te poserai dans l'extra, mais ça ira à plus tard. Là, es-tu en train de nous dire que tu vas commencer à nous pousser un séminaire d'immobilier aujourd'hui? Probablement. Probablement. On va parler d'offres et de demandes aussi. Avant d'aller plus loin, peut-être il faudrait revenir sur les commentaires qu'on a eus sur YouTube cette semaine. Oui, mais je veux commencer par les commentaires sur Instagram, OK? Parce que notre publication sur la lutte au Fofone électrique a beaucoup fait réagir. Puis la plus belle fleur, en fait, pour moi, c'est que les principaux intéressés, Casey Diamond, ça, c'est la demoiselle qui était sur son FaceTime pendant le combat, nous a écrit, interagi avec nous sur Instagram. Fresh Prince Donovan, Dylan Donovan de son vrai nom. Ça, c'est le Pretty Boy de Limoilou. A interagi avec nous. Et tu me posais la question, c'est quoi le circuit? C'est Battle War. Donc, désolé de l'avoir oublié la semaine dernière. Je vous disais que j'avais beaucoup d'informations à retenir. Bref, voilà, salutations faites. J'ai essayé, en toute transparence, d'avoir un hoodie pour cette semaine. Ils ont de la merch Battle War? Oui, ils ont de la merch. Il y en avait, puis j'ai juste allumé le lendemain. Ils en ont plus. Bref. Ça marche, Battle War au Fofone électrique. Tu parlais de commentaires sur YouTube. T'en avais-tu quelques-uns, toi? Parce que moi, Vas-y. Des précisions. Il y a Clockwork qui nous demandait, parce qu'on parlait de Jalen Neal et ses problèmes de blessure avec le CF Montréal l'an dernier, ses problèmes de blessure cette année aussi. Clockwork nous demandait est-ce qu'il faut y faire un régime à la Ledley King qui jouait avec Tottenham dans le temps. Pour ceux qui ne savent pas, Ledley King, essentiellement, ne s'entraînait pas dans la vie. Il faisait juste jouer rendu le samedi. Talking about practice? C'est ça. Si c'était un gars de 28, 29, 30 ans, même là, je suis pas sûr que ça passe en 2026, mais peut-être. Mais tu nous en parlais la semaine dernière, il y a beaucoup de travail individuel qui a été fait avec Jalen Neal l'an dernier. Oui. Moi, je te disais à la blague, mais il y avait juste ça à faire, mais ça montre qu'il y a encore une grosse marge de progression pour un gars qui va avoir 22 ans là, ou qui vient de les avoir. Bref, la réponse, pour moi, c'est clairement non. C'est pas un gars que tu peux juste gérer, parce que de toute façon, si tu commences à le gérer là, tu vas le gérer pendant 10 ans, s'il reste. Puis si tu veux qu'il s'en aille ailleurs, mais il n'y a personne qui va acheter à fort prix un gars que tu gères quand il a 21 ans. Bref, tu peux le gérer pour une certaine période, mais pas sur la durée. Tu sais que j'ai parlé à quelqu'un d'MLS ce week-end et puis on a parlé de Jalen Neal. Puis il y a de l'inquiétude à travers, je veux dire à travers la ligue. Là. Mais c'est normal. On se demande s'il peut avoir une carrière. Non, mais moi, c'est ce que je te demandais l'an dernier. Là. Si dans 3 ans, là, tu me dis qu'il a joué... C'est plate, là, mais juste le fait... C'est inquiétant à ce moment-ci de sa carrière qu'il soit à ce point-là constamment blessé. Mais juste le fait qu'en MLS, si tu parles à du monde, ils ont une opinion là-dessus, ça te montre à quel point le gars il est bon. Parce que c'est pas long que tout le monde s'en contrebalance du gars qui est un peu blessé à Montréal. Là. Souviens-toi à l'époque, Taylor Twellman qui disait Nacho Piatti, là, c'est parce qu'il joue à Montréal qu'on n'a pas saisi à quel point le gars est extraordinaire. Moi, le premier, puis Taylor Twellman ne se prend pas pour un 7-up flat. Là, fait que mais il était capable d'avoir assez d'humilité lui-même pour dire on ne suit pas assez ce qui se passe à Montréal. Bref, si on sait que Jalen Neal, ça traîne, ben, ça montre à quel point c'est un talent. Il y a Justin Ferland, après, qui dit tiens, on a une livraison express là, pour toi. Un caméo aussi. On a un caméo. C'est pour faire sortir les techs que je fais ça. Mais ça. Merci. As-tu vu? Ça, c'est la différence entre toi et moi. Toi, tu t'es levé, tu as ramassé ton mess. Moi, c'est. Ouais, toi, c'est. Aubergiste. Non, c'est parce que je sais que j'ai des chums. Ouais. Il y a Justin Ferland.
qui nous dit, il revenait sur la question que tu me posais pour des ailiers gauches qui seraient des gars potentiels. Garoche-moi ça à l'autre bout, là, que ce soit pas dans le shot. Bon, Scott Towell est parti. Je cherche une poubelle. Vas-y. Steph Curry. Ah, c'est parfait. Il y avait, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, il n'y avait aucune corbeille, donc c'était 3 points, 3 points garantis. Bon, juste pour finir là-dessus, Justin Ferland, tu me posais des questions à savoir qui m'intéressait pour des ailiers gauches en MLS. Il me dit oui pour Lobianidze, qui était ma position, et non pour Anthony. Il dit moi, ce serait le contraire. Je pense que j'ai été teinté par tous les commentaires assez négatifs à l'endroit de ses attaquants par Phil Neville dans les dernières années. Tu sais, il a tellement souvent dit ces gars-là défendent pas, ils défendent pas, que Puis, tu sais, ça m'a forcé à me poser la question pourquoi j'ai été aussi systématique puis j'ai été plus favorable à Lobianidze. Je pense que c'est peut-être ce qui explique. Bref, les deux gars sont super bons. On l'a dit, on ne tripe pas sur Phil Neville, mais c'est un des entraîneurs qui envoie le plus ses joueurs en dessous de l'autobus. Hey, Puis, il y a une différence. En même temps, il y a une différence de prix. Je pense qu'il y a une différence de qualité. Puis, Lobianidze, on a tellement vu jouer. Puis, je sais pas à qui je parlais sur Twitter à propos de ça, mais il y a vraiment un profil. C'est le profil que Marco Donnanel veut en ce moment. Tu sais, je sais pas si c'est excitant pour la base de fans du CF Montréal, mais juste au niveau du salaire, au niveau de la qualité de joueur, un international georgien, s'il n'avait pas été déjà avec Atlanta, le faire venir comme ça à 1 million, tu te dis c'est un joueur, c'est un joueur qui en vaut la peine aussi. On est d'accord. Bref, ça fait le tour. Ouais, c'est ça. Puis l'autre affaire, là, tu sais, on en parlait dans le recrutement. Un des gros problèmes, ou du moins une des grosses difficultés du recrutement international pour chacune des équipes, c'est avoir un algorithme ou avoir l'équation, la bonne équation pour dire, hey, dans le championnat néerlandais, est-ce que quelqu'un qui a de la performance là-bas, est-ce que ça se traduit dans... C'est transférable. C'est ça, est-ce que c'est transférable? Est-ce que quelqu'un qui joue en Championship va être aussi bon en Premier League ou qui va être aussi bon en MLS, qui va être aussi bon en Ligue 1 aussi? Le championnat espagnol, tu sais, ça joue pas vraiment comme la MLS. Ça joue pas comme la Championship pour 2 ans. Exactement, tu sais. Fait que quand t'as quelqu'un qui a joué en MLS, puis t'as vu, puis qui connaît la MLS, qui connaît ses façons de faire, tout à fait. Tu t'enlèves une épine dans le pied en quelque sorte. C'est pour ça que ça devient intéressant. Maintenant qu'on a notre Carlsberg, puis qu'on est tout set-up, la question de la semaine, c'est que peut-on retenir du camp et de cette séquence en Espagne aussi? Cette question-là, les petits caractères en dessous, c'est... Il y a pas mal d'affaires que j'ai retenues par rapport au match qu'on a vu qui était contre diffusé. Metalist? Oui, qui était diffusé par l'équipe ukrainienne. Là, c'est intéressant parce qu'on ne sait pas... Tu sais, souvent, on a des discussions à bâton rompu entre les deux enregistrements. Là, on ne s'est pas parlé. Je sais pas, tu t'en vas dans quel sens. Je vais commencer par le positif. Vas-y. En fait, je vais te donner mes points, puis on va égrener les points dans le positif. Après ça, on ira dans le questionnement puis dans le plus négatif. Dans le positif, moi, tout de suite, ce qui m'a sauté aux yeux, puis ça n'avait pas été le cas tout le long, mais c'est que Sintchuk, je pense qu'on peut compter sur une amélioration notable cette année. En quel sens? Je pense qu'il va s'améliorer, qu'il va devenir... juste de manière générale. Oui, en général, il va juste prendre une coche. Mm-hmm. À quelle marche, quelle hauteur de marche, ça reste à voir, mais il va être meilleur. En ce sens-là, moi, tu sais, on parle de Dante Sealy qui est parti, puis déjà dans notre hiérarchie, on le mettait deuxième. On se disait, Sealy, c'est bon qu'il s'en aille parce qu'il n'y aura pas autant de temps de jeu cette année, parce qu'il va en avoir plus pour Sintchuk. Moi, j'ai aucun problème. Il y a une amélioration même à l'aile droite, à mon avis. Sintchuk, s'il peut jouer plus que 20-25 matchs, il va être meilleur que Dante Sealy. Quel plafond? C'est là. Mais moi, je pense qu'elle est là la question. Parce que Olivier Renard disait toujours, c'est sûr que c'est facile, tu dis ça quand tu as quelqu'un d'important qui s'en va. Là. C'est pas le gars qui s'en va, c'est le prochain, c'est celui qui arrive ou celui qui est là pour le remplacer. Moi, je pense que c'est ça le pari que le CF Montréal a fait. Tu as vendu Sealy pour 2 millions, à peu près. Ils se disent, si on était pour... de toute façon, tu as payé Sintchuk 4. Oui. 3-4. Ne serait-ce que cette mathématique-là, puis 3-4, un an plus tôt, tu te dis le plafond de Sintchuk dans notre tête avec les devoirs qu'on a faits, c'est plus haut. Donc là, tu libères de la place, puis tu mets de la responsabilité aussi sur les épaules de Sintchuk. Ça va être intéressant de voir à son âge parce que on était ici là, dans les bureaux de KO quand on écoutait Philippe Lafroy la semaine dernière avant d'enregistrer, puis il dit « Un joueur devient entre guillemets mature, parce que j'y avais demandé, un jeune, parce que c'est son rôle, encadrer les jeunes, un jeune devient vieux quand? Puis c'était à peu près à 21 ans. Il y a encore de la marge là,
pour lui, pour progresser comme gars, tactiquement, sportivement. Mais j'ai très, très hâte de voir, pas juste ce qu'il va être capable de te donner sur un match, mais sur une saison complète, quand c'est ton gars à droite, ça, j'ai hâte de voir. Elle est là. Et c'est là la question, ultimement, pour Sintchuk. C'est-à-dire, il va s'améliorer, il va être meilleur aussi. Il faut dire, certains vont dire, c'est pas trop difficile parce qu'on l'a vu par moment, par fulgurance, mais pas sur une longue saison. Il n'y a pas eu de la constance avec lui l'an dernier à cause des blessures, puis à cause du fait qu'on le ménageait aussi, ou du moins on le gérait au niveau de 10 minutes. Mais ceux qui écoutent au fond des filets, puis maintenant plein axe depuis longtemps, vont me dire « Crime Fred Terrangen », mais le seul truc qui me fatigue bien gros, c'est parce que là, il y a beaucoup de poids sur ses épaules. C'est beaucoup de buts qu'il remplace à la place de Sealy quand même. On a beau justement dire qu'il est meilleur que Sealy. Sealy les a marqués ces buts-là l'an passé. Puis il y a combien de U20 qui ont joué plus que 20 matchs l'an dernier en MLS? Plus que 20 matchs, ça, c'est pas... la même rhétorique à chaque fois. C'est pas des départs, là. C'est juste des matchs. À 20 plus matchs. de 20 matchs l'an passé. Il y en a 15? 8. Puis là, en même temps, là, il y a 19. Il va avoir 20 dans la saison pour être les U21, pour être fair, parce que ça va être techniquement un U21 à un moment donné cette année. Il va avoir 20 ans cette année. Non, mais c'est un U20, là. Ça veut dire cette année. Oui, c'est ça. Il joue sur son U20, mais... Non, il est U20. Il tombe dans la catégorie de l'an dernier. Mettons, on l'étire U21, là, il y en a 16 qui ont joué plus de 20 matchs l'an dernier. Là-dedans, tu as Guboglo, hein. T'as des joueurs comme ça, tu sais. Mais t'as des... Je vais te donner les noms. Bombino, Gozo, Vargas, qui vient de signer d'Atlético Madrid, Westfield, Kremaski, Peyton Miller, Tate Johnson à Vancouver, qui est un choix de repêchage qu'il a fait, mais qui s'inscrivait. Ça a-tu pas rapport, ce choix-là? Hein? Mais le gars s'inscrit en même temps. Tate Johnson avec Montréal, il joue-tu plus que Petrasso? Mais moi, je pense qu'il finit par... C'est tout le temps le plafond. Ben oui, tu passes devant. Puis il y a Martinez aussi au LAFC. Bref, c'est ce genre de joueurs-là. C'est des bons jeunes joueurs. Parce que c'est des joueurs qui font la différence sur lesquels repose cette équipe-là. C'est pour ça que je dis Westfield, c'est la même affaire. C'était l'arrière droit de Philadelphie. Il a bien fait. Mais, à un moment donné, ils l'ont tassé quand c'est devenu sérieux. Puis il a bien fait au moment où tu avais une armature qui lui permettait d'avoir de bonnes performances. Je sais que tu fais tes devoirs puis que tu connais tes chiffres, tu connais tes stats. Je t'en mets une sur la palette, tranquille, OK? Il y a combien de U20 Ukrainiens Moi, de faire un Réjean qui ont joué 20 matchs ou plus? Ouais. La réponse à la fin de la saison. Avec non, mais bref, ça fait de la place. Il va peut-être, justement, deuxième année, c'est ça que j'anticipe. Il est plus à l'aise. Là. Il est resté à Montréal, il est resté tout seul. Il a une séquence avec sa famille. Il connaît le groupe aussi. Je pense que c'est un gars relativement réservé, gêné, pas très expansif. C'est pas un gars qui arrive... il a confiance en lui, mais je pense pas que c'est un gars qui arrive dans le vestiaire avec les chests en avant aussi, nécessairement. C'est pas plus mal. Sur le terrain, oui. Oui, sur le terrain, oui. Ouais, c'est ça que j'aime beaucoup sur le terrain. Puis c'est clair. Tu vois que c'est un gars compétitif. Ouais. Puis c'est pour ça que je te dis... Puis on revient à la question de base, là, c'était qu'est-ce qu'on a appris ou qu'est-ce qu'on peut apprendre. Moi, je pense, puis ceux qui ont vu le match vont dire « Fred, t'étires un peu la corde ». Mais non, je suis persuadé qu'il va prendre un step supplémentaire. Regarde, je suis très à l'aise d'avoir laissé partir Sealy. Je vais te faire le même parallèle, mais à une autre échelle. Guboglo, dans ce match-là, il a été volontaire aussi. Là, il attaquait, il percutait. Ça, c'est des gars qui ont une grosse année derrière la cravate. Et puis, ça ne veut pas dire que cette année-là, c'est du temps de jeu nécessairement. Quand Hennady Sintchuk débarque, il quitte la guerre. Là. On peut-tu se rappeler ça? 2 secondes. Humainement, d'un point de vue social, la famille, lui, il était passé, si je ne me trompe pas, par Bologne. À 18 ans, toi, votant en Ukraine à 18 ans, ou peut-être pas l'Ukraine parce qu'il y a une guerre, mais votant en Italie à 18 ans. Oui, puis il parlait pas, il parlait des bribes d'anglais à son arrivée. Bref, c'est beaucoup, beaucoup de changements. C'est pour ça que je dis, l'année 2025, je suis tout à fait d'accord avec toi, ça peut avoir été super précieux. Maintenant, tu as des options en backup à Sintchuk, mais tu n'en as pas qui sont particulièrement évidentes. Ça va être ça le défi. Tu as parlé de Guboglo, je ne l'ai pas mis dans mes positifs nécessairement, j'aurais dû le mettre aussi, mais... j'ai juste, après le match, j'ai regardé des commentaires un peu sur les médias sociaux. Puis les gens disaient « Ah, Guboglo. Je vais juste dire, Guboglo, c'est juste une question de mental.
l'an passé, là, ses 8 premiers départs, quand il a commencé à Minnesota, puis tout le monde l'a aimé. Back. Ouais. Puis quand on l'a signé, même, rappelle-toi, au camp, moi, j'étais surpris. Je dis, à quel âge, ce gars-là? Il est solide. Guboglo, c'est un gars solide. C'est un gars qui peut participer à l'effort de guerre si il se met bien dans sa tête, s'il est confortable. Puis si cette équipe-là aussi a une bonne ambiance, un bon esprit d'équipe, je pense que ça va le porter. Puis c'est quelqu'un qui peut participer à l'effort de guerre beaucoup plus qu'on pense cette année. Juste un bémol, par contre, c'est au club de bien mettre ces gars-là dans leur tête. Mm-hmm. Tu sais, mets-toi bien dans ta tête là, quand tu as 18 ans, quand tu as 19 ans. C'est là où la machine, l'environnement est toujours plus fort que la bonne volonté. S'il joue, rappelle-toi, l'an dernier, quand il était parti, là, c'était 5 départs de suite. Après ça, il y avait eu un match comme remplaçant, il était revenu. Bref, il était passé de 0 à 200 000 à l'heure d'un coup. Puis ce qu'on se disait, c'est « Hey, il faut que tu le gères, il faut que tu l'informes que ce ne sera pas tout le temps comme ça. » Et c'est pas de sa faute, c'est pas parce qu'il est pas bon, c'est juste normal qu'à un moment donné, tu ne sois pas un titulaire indiscutable tout d'un coup après avoir signé un contrat 3 ou 4 semaines plus tôt. Là. Donc lui aussi, tu as raison, ça va être intéressant. Moi, je l'ai déjà vu puis vécu aussi, puis j'en ai déjà parlé avec d'autres. Quand je dis « il faut que l'équipe », tu dis « il faut que l'équipe gagne », ou du moins, il faut que l'équipe aille bien, la vie groupe. Parce que tu joues, ça devient un cercle vicieux. Hein. Tu joues mal. L'équipe perd aussi. Tu rentres dans le vestiaire, t'es en maudit après toi, puis tout le monde est en maudit après tout le monde, puis le coach n'a pas le temps d'aller te voir en disant non, ça fait pas, c'est pas de ta faute, c'est la faute de tout. Non, il n'a pas le temps. Puis il veut pas faire ça de toute façon, il va pas aller te taper dans le dos. Fait que c'est un cercle vicieux qui s'enclenche en quelque sorte. Mais moi, je te challengerais sur le t'as pas le temps. Comme organisation, si tu as autant de jeunes, il faut que tu aies du monde. Au pire, ce sera Lucas Saputo, ce sera Philippe Lafroy. Ça te prend des gens qui sont attitrés à s'occuper de ça. Parce qu'un kid de 18 ans qui a un mauvais match, même si tu viens de gagner 4-0, lui, il se dit « J'ai été pourri, je serai pas là la semaine prochaine. » Puis à un moment donné, c'est le lot d'un athlète professionnel. C'est plus simple à ce moment-là au capitaine qui est... Puis il n'y a pas personne qui s'engueule entre eux. Y a pas... Non, mais c'est plus simple au reste de l'équipe d'aller le voir et dire « Hey, calme-toi, le jeune. » C'est précisément mon point. Déjà, à la base, un kid va penser à lui égoïstement parce qu'il ne se dit pas « On est allé chercher 3 gros points, les boys, on est où? » Lui, il se dit « J'ai-tu du temps de jeu encore la semaine prochaine ou là, je viens d'être relégué au banc ou même en réserve. » Donc, tu as raison. Dans une saison où ce que tu vas essayer, c'est d'être compétitif, de t'améliorer, puis peut-être de tailler une place en série, c'est encore plus tough mentalement. Autre positif, Prince Owusu est toujours là, puis plus là que jamais aussi. Moi, je sais pas si on en a assez parlé, toi et moi, mais il a pris son entraînement au sérieux. Il est en forme. Il est là, il est disponible. Il prend une autre dimension dans le vestiaire. Prince Owusu, c'est un des leaders. On parlait d'Ivan Jaime, hein, mais c'est l'équipe de Prince Owusu en ce moment, cette équipe-là. Puis la hiérarchie est établie. Hein. Il y a Owusu, il y a Daniel Rios, qui est son second ou qu'on va amener, qui est un professionnel assumé. Il va falloir faire jouer Owen Graham Roach. On parle de Guboglo, là. Pourquoi il va falloir? Mais il est rendu 3e devant Sunusi. La hiérarchie est établie. Ça, c'est le positif. Il l'était déjà, là. Non, je sais. Ouais. Non, mais le positif, c'est que c'est clair. Mais en même temps, on n'en doutait pas, mais c'est notre 3e attaquant. Puis moi, je suis à l'aise avec le fait que ce soit le 3e attaquant du CF Montréal. Puis même plus, il va falloir y trouver encore plus de minutes. Il n'y a pas d'MLS Next Pro. Il est avec l'équipe. Il va falloir... Moi, je pense que c'est un talent, Graham Roach. Je suis... Puis... je suis d'accord avec toi, mais... Ça fait partie des positifs. Puis ça va faire partie des positifs. Je regarde dans l'avenir, là, à la fin de la saison, on est 2026, là, il va avoir une étoile dans son cahier si on s'en occupe. En même temps, ça a l'air de quoi s'occuper. T'sais, pour celle-là, moi, je suis d'accord avec toi si tu as une équipe réserve. Je suis d'accord avec toi si tu joues à 2 attaquants. Oui, mais c'est ça mon point. Fait que tu vas le faire jouer quand? Si tes gars restent en santé, là, tu joues à 1 attaquant, tu le fais rentrer en fin de match des fois. En même temps, tu vas le faire rentrer en fin de match pour courir après le score. Tu sais, Owen Graham Roach, en ce moment, là, il a besoin de répétition. Ouais. Moi, il y a eu combien? Puis c'est vraiment pas un jab envers sa personne. Là. Au contraire, moi, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. C'est juste dans la réalité, là, quand on débarque de la philosophie puis de l'idée sur papier, tu le fais rentrer dans quel contexte, mis à part, qui va te servir à toi, où tu es intéressé. Tu sais, mettons, Marco Donadel, tu es capable d'aller voir Lucas Saputo puis de dire « Je l'ai fait rentrer parce que l'objectif, c'était ça pour l'équipe, pas juste pour donner des minutes à Owen Graham Roach. » C'est dans quel contexte? Quand tu perds... Moi, je pense que tu n'as pas le choix de l'empowerer, puis des fois qu'il passe devant Daniel Rios, moi, je vais jusque-là, là.
OK, mais... Quand tu vas chercher un but, quand tu vas en fin de match, écoute, Rios va rentrer de temps à autre, là, de la façon dont l'équipe est construite en ce moment. On va voir Rios plus souvent qu'autrement. Ben oui. Les premiers matchs. Avec Owusu, donc il va avoir un... Rios, c'est un attaquant, c'est celui qui va décrocher probablement plus, ou du moins, il va avoir une association à faire. Roach, qui regarde... Mais toi, tu vois Owusu et Rios jouer démarrer ensemble? Oui, par moment. Bon, peut-être par moment. Tu n'auras pas le choix. Mais c'est ça, je te dis. Puis ces moments-là, peut-être, mais ils vont jouer, ils vont démarrer les matchs à 2 attaquants? Ils l'ont fait le premier match pré-saison. Oui, je sais, mais moi, ces matchs-là, en toute honnêteté, je donne pas beaucoup de valeur à ça. Puis peut-être que ça, à rebours, là, dans un mois et demi, je vais te dire le contraire. Moi, je trouve que ça te donne tellement pas de carte. Si tu joues à 2 attaquants, puis Rios se pète 2 jours avant le match, il te reste direct Owen Graham Roach. Faut que tu changes ton système au complet. Tu vas pas commencer le deuxième match de l'année avec Prince Owusu et Graham Roach. Est-ce que tu changes vraiment? Ouais. Mais c'est ça que je te dis, c'est que t'es comme dans tes principes de jeu, là, à 2 attaquants, on appelle ça de la flexibilité. Là. Non, c'est 2 vrais attaquants, c'est pas un 10. Ça change trop. S'il y en a un qui décroche un peu plus, ce qui scrape tout, là. Tu joues en 4-4-2 défensivement, c'est pas... tu réinventes pas ton système au complet. Je pense qu'ils travaillent là-dessus. Entre Holger Escobar et Daniel Rios... Moi, il y a tout ce une que grosse différence, mais en même temps, il y a une plus petite adaptation que si tu passes en 4-3-3 ou si tu passes à 3 défenseurs derrière. Moi, je reviens juste avec les profils. Ce qui bug dans tout ça, là, pour moi, c'est pas Owen Graham Roach, juste pour être clair, là, puis pour conclure là-dessus, c'est Sunusi Ibrahim. Parce que si tu en as un là, qui est un autre gars qui a... en qui tu as plus confiance, là, parce que Sunusi Ibrahim, là, désolé, là, oublie ça. Moi, dans ma tête, tu as 3 attaquants en ce moment. Tu n'en as pas 4. Ouais. Si tu en avais 4, là, je te dis, OK, ce que tu me dis, pas de problème. Parce que si Owen Graham Roach, ça ne fonctionne pas, ou tu es obligé de le jeter dans le bain plus vite parce que Rios est blessé ou Prince Owusu a besoin d'être géré, bien, tu en as un 4e que tu peux faire rentrer. Ce gars-là est inexistant en ce moment. C'est la raison pour laquelle je me dis, sur papier, moi, fais de la place à Graham Roach. Oui, mais j'ai hâte de voir, moi, quand ils vont se remettre à parler de gagner là, au bout de 5 ou 6 matchs, au-delà d'y donner des entrées pour lui donner du galon, est-ce que ça sert vraiment à l'équipe à ce stade-ci de sa progression puis celle de l'équipe? J'espère que la réponse est oui, mais j'ai hâte de voir. En tout cas, je pense parce que on dirait que tu fais la distinction entre faire jouer Owen puis gagner. Moi, je pense que les deux se peuvent aussi. Mais à date, il n'y a pas un match où tu as fait rentrer Owen Graham Roach. Oui, il fait une différence. Puis tu as dit, hey, là, ça vient de switcher. Je suis désolé. Moi, je pense qu'il y a un moment dans l'année où ça peut arriver. Je dis pas le contraire. Il est bon à ce point-là. Mais je te dirais que c'est plus arrivé avec Sunusi Ibrahim l'année passée qu'avec Owen Graham Roach. On est très, très, très heureux, on vous le dit souvent, de vous avoir à l'écoute, mais on veut aussi vous avoir à l'écoute dans l'Extra. Donc, si vous n'êtes pas déjà abonné, chaosport.tv, abonnez-vous à l'Extra pour non seulement avoir accès à plus de contenu de plein axe, mais aussi pour avoir accès à des concours, des tirages exclusifs parce qu'on a plein de goodies pour vous. Chaosport avec un S, un peu comme les bières qu'il y a ici en ce moment, .tv. Il y en a des moments où Sunusi est rentré, puis après ça, il a complètement disparu. Puis là, je me contredis pas, là. Je reviens toujours à cette idée-là de plafond. Mais c'est pour ça que je te dis, tu as besoin d'aller chercher 2 buts, là. Tu fais rentrer qui? Tu changes ton système? Non, mais en ce moment, non, c'est parce que tu as besoin d'aller chercher un but dès le départ. C'est pour ça que je te dis que Rios va commencer, parce que là, puis on va arriver à un questionnement, mais cette équipe-là, offensivement, n'est pas rassurante. Ouais, c'est ça quand on vient de parler de Sinchuk, on se demande à quel point il peut remplacer les 9 buts de Dante Sealy. On est d'accord. T'as-tu eu d'autres positifs? Parce que je suis rendu au questionnement. Moi, je trouvais qu'il y avait, juste de manière générale, jusqu'à la 60e minute là, contre Metalist, parce que c'est là où ils ont fait plusieurs changements. Là, ils ont fait 4-5 d'un coup, quelque chose comme ça. Il y avait du ballon. Moi, je trouvais que ça faisait promener le ballon. Je trouve ça intéressant. Souvent, dans les matchs préparatoires, tu vois que c'est 1 passe, 2 passes. La 3e, c'est « Ah, je la voulais à gauche. Elle a été donnée à droite. » Ça, j'ai trouvé ça relativement intéressant. Puis le fait qu'Aviles soit capable de... Il a failli faire une méchante bourde, par contre. Mais le fait qu'il soit disponible tout de suite puis que tu le fasses démarrer,
Ça, je pense que pour les premiers matchs, là, le début de saison, c'est un gros plus. Parce que souvent, ces gars-là, tu vas les chercher. Il va sûrement être en décalage tactiquement, là, puis il va falloir qu'ils s'intègrent dans le groupe. Mais souvent, ces gars-là, tu vas les chercher, puis il y a besoin de 2 semaines pour ci, il y a besoin d'une autre semaine pour ça. Là, que tu le lances tout de suite dans le bain, quelques jours seulement après l'avoir mis sous contrat, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Dans les questionnements que j'ai, est-ce qu'on repart avec une autre séquence, Samuel Piette, Patrice Bernier? Est-ce que... Qu'est-ce que tu veux dire? Piette n'a pas commencé les 2 matchs pré-saison. Ouais. Puis tu dis... Moi, ça m'inquiète un peu encore. Parce que je pense qu'avec son positionnement, son métier, sa capacité de protection de ballon, son intelligence tactique, puis, on l'a vu dans la première mi-temps, Longstaff, Lautori en milieu de terrain, c'est pas ça. Me semble que c'est clair que c'est pas ça. Les deux, je les aime, Lautori et Longstaff, mais c'est des 8 pour moi. Puis c'est pas des... On va-tu revivre une autre saison où il y a des gens qui vont dire « Ah, on n'a plus besoin de Samuel Piette, on n'a plus besoin de Samuel Piette. » Il y a déjà du monde. On ne va pas revivre une saison. À tous les saisons, ces personnes-là. Moi, je me fais parler de Sam à chaque année. Ah, c'est quoi? Puis la réponse, tu sais, c'est quoi? À chaque fois, enlève-le. Il y a un match l'an dernier où il était revenu de blessure, où il n'avait pas été là pendant plusieurs matchs. Non, il était revenu de blessure, puis il n'avait pas été bon. Te rappelles-tu, il essaie de dégager... Non, mais attends. Ouais. Il essaie de dégager un ballon. Il l'avait ramassé avec les crampons, dégagement à la volée. Ça avait donné un but ou une grosse chance de marquer. Puis c'est ce moment-là, moi, que j'utilisais l'an dernier quand j'avais des discussions avec des gens. Parce que je disais, ce match-là, là, il vous montre à quel point ça arrive pas à Samuel Piette des moments comme ça. Mais là... rouillé ou off-beat un peu à cause de sa blessure, il fait des erreurs où généralement, c'est propre. Les relances sont propres. Tu n'en entends pas parler. Ça passe à travers lui, ça accélère. Puis, il y a toute la partie, puis ça, c'est de loin la plus compliquée à expliquer aux gens, équilibre. Quand ça se passe à gauche, là, puis que tu as quelqu'un qui déborde, puis Petrasso est sorti de sa position, puis Sam est là, puis il redescend juste un petit peu entre les deux défenseurs centraux pour s'assurer qu'au cas où l'autre équipe repart en contre-attaque, c'est très, très, très précieux. Moi, c'est ça, j'ai dit qu'en positionnement métier, c'est exactement ça. Moi, il y a une question que je me pose en ce qui concerne Sam en ce moment, c'est basé sur ce que Marco Donadel voulait l'an dernier. Right? C'était des profils semblables. Il veut pas que tout le monde soit pareil, mais il veut que quand il fait entrer quelqu'un ou quand il donne une titularisation à quelqu'un d'autre la semaine d'après, les profils sont pas réinventés. T'as quelque chose de... T'as un trait commun entre ces gars-là. Mais là, Samuel Piette, là, c'est un profil à doubler? C'est un profil auquel il faut que tu trouves une doublure? Ou c'est un profil marginal où tu te dis, c'est le capitaine de l'équipe, c'est le gars, il est là, il va être utile, mais c'est pas vraiment le profil que je cherche. Parce que c'est spécial. T'essayes de doubler... Mais non, mais depuis le début, je te dis que c'est un profil à doubler parce que ça prend c'est un autre toi qui 6. parles. Non, c'est moi qui parle. Puis non, mais la question est dans la réponse est dans ma question que je pose en ce moment. Il commence pas, Piette. C'est pas parce qu'on le gère ou quoi que ce soit, je pense. C'est parce que c'est pas nécessairement le type de gars de Donadel. Puis c'est très bien, on en a parlé pour Marsh, c'est très bien, là, si vous ne le voulez pas. Mais dans cette équipe-là, dans le CF Montréal, si on fait un power ranking des gars dans la ligue à chaque position, là, il est plus haut dans son power ranking que Petrasso peut l'être. Probablement, même si c'est des bons défenseurs que j'aime beaucoup, probablement que tous les défenseurs centraux dans le ranking de la MLS, assurément plus haut que Bougaï, assurément plus haut que Sinchuk même, que l'ailier gauche non existant. Il y a peut-être juste Owusu et Ivan Jaime qui sont dans leur power ranking respectif à travers la ligue plus haut que Samuel Piette. C'est pas le problème. Puis on l'a vu, Longstaff et Lautori, ça marche pas. On en a parlé l'an passé, puis c'était le même questionnement que le staff technique avait au début de l'année passée. On va-tu chercher un défenseur ou on va chercher quelqu'un qui peut être une doublure de Samuel Piette, qui peut nous aider devant la défense défensivement? Écoute, puis tu parlais aussi de son ascendant sur le groupe. Le jeune de l'académie, j'oublie son nom, Sadek? Ouais. Il joue sur la droite. Là. À un moment donné, dans ce match pré-saison-là, il donne un mauvais ballon à Piette. Piette s'impose, rabat le ballon au sol, protège, gagne du temps, puis redonne, puis il s'est rien passé. Il s'est rien passé.
Si ça avait été l'autori, là, ce ballon-là se perd, puis les gars vont en 300 à l'heure vers le gardien de but adverse, puis le jeune de l'académie qui vient de rentrer sur le terrain fait fudge, puis il joue serré. Là, ce gars-là, grâce à Samuel Piette en partie, a pu monter en puissance, puis on a vu des belles choses d'un joueur d'académie, mais on a vu des choses intéressantes d'un jeune joueur qui est au camp avec les pros présentement. Ça arrive pas si t'as pas Sam Piette à côté de lui qui répare son erreur. Fait, j'espère qu'on rejoue pas encore une fois dans ce film-là, puis vu que c'est un Québécois, vu que personnalité, peut-être, je sais pas, physionomie. Pour plein de raisons. Mais bref. On parle offensivement. Il a donné des caviars aussi. Oui, mais c'est peut-être. C'est tellement un gars d'équipe que. Ouais, mais ça devient ça devient pas loin de la charité. Tu es un gars d'équipe. Moi, c'est pas ça. Là. C'est que sportivement, il t'apporte des certitudes dans une équipe où il y a plein de points d'interrogation. Il n'y a pas de l'air de partir en ce moment. Sinchuk, point d'interrogation. À gauche, pas de point d'interrogation. On ne sait pas qui va jouer là. Milieu offensif, point d'interrogation. Qui va prendre la relève de Wusu, point d'interrogation. Tu sais, à un moment donné, ça t'en fait beaucoup. Moi, il y a un truc, juste, c'était-tu Je vais rester dans le milieu. Vas-y. Non, c'est parce qu'on en parle depuis le début, mais moi, Piette devrait jouer, visiblement. Cette question-là ne se pose pas pour le staff technique. Si on faisait un podcast avec le staff de Marco Donadel, ou du moins avec Marco Donadel en ce moment, il ne comprendrait pas où on est. Mais là, moi, Piette est là, doit être là en 6, il n'y a pas de doublure. Mais les numéros 8, là, t'as Longstaff, Lautouré, puis t'as l'impression qu'ils sont tous pareils. Tout un peu pareil. Puis, moi, je mets Thoralson là-dedans, puis je mets Herbers, parce que puis on en a parlé, puis depuis le début, je te dis, voyons, c'est pas un 8, il n'a pas joué là l'an passé. Ouais. Pour le staff, je répète, si on faisait un podcast avec le staff, ça serait pas un 8 Herbers. Mais pour moi, pour toi, c'est un 8. T'en as 4, puis en plus, t'as Losenko aussi. Puis dans les 4, là, puis moi, je l'aime bien Longstaff, puis j'aime bien Lautouré. Choisis-en, dans les 4 que je te nomme, Longstaff, Lautouré, Herbers, puis Thoralson, choisis-en 2 pour commencer ta saison MLS, puis pour gagner. Tu joues contre qui? Je suis contre la Ligue, en général. Non. Ben, je sais pas. En fait, c'est qu'il y a pas... Tu peux dire, parce que ça pourrait être au hasard aussi. Ben, tout le monde pourrait dire Longstaff de Touré. Ben, moi, à la limite, j'ai quasiment les Thoralson puis Herbers qui ont du métier. Ben, moi, je t'aurais dit Thoralson puis Longstaff. Ouais. C'est mon réflexe, ça aurait été ça. Ouais. Mais c'est parce qu'il y en a trop. Ouais, je sais, mais je t'ai dit ça il y a 3 semaines. Là, ils sont 6 pour 2 postes. Mais, puis est-ce que... C'est parce que je suis ambivalent. On en parle à Donadel, visiblement, puis je trouve qu'ils font fausse route, là, c'est ce que je dis. Visiblement, c'est Longstaff, Lautouré ou Longstaff. Ouais, mais je sais même pas si tu auras ça. Mais moi, je sens pas le besoin de m'insurger en ce moment. Attends que tu sois au 3e match de la saison, sur la route, puis tu sens que tu prends l'eau. Attends de voir la configuration d'un match quand Piette entre, puis à quel point ça stabilise les choses si tu as de la difficulté à évacuer la fébrilité. Attends. Moi, justement, non, mais... Essai-erreur. Cette équipe-là n'a pas tant le luxe d'avoir essai-erreur pour 3-4 matchs. Non? Peu importe ce que tu fais, Fred, ça va être essai-erreur. Là. OK. Je veux dire, tu veux-tu que je te refasse la liste des postes? Non. Ça va être essai-erreur à au moins 3, si c'est pas 4 postes du 11 de départ à chaque match. Je sais pas si je t'en vais sur ton prochain point, mais juste te dire... Tu peux juste acquiescer, là, mais Thoralson à gauche. Là. Non, mais ça, je t'ai dit, gauche, il a joué 97 matchs, si je ne me trompe pas, en MLS. Il en a joué 2 à gauche. C'est pas un ailier gauche. Tu peux peut-être essayer d'en faire un ailier gauche, mais là, si tu me parles d'essai-erreur, là, ça, c'est essayer de la soigner là, au-dessus du monstre vert à Boston. Là. Non. Puis peut-être comme doublure. Souviens au-dessus du monstre, mais qu'elle se retrouve au Yankee Stadium. Ouais, c'est ça. Moi, c'est juste Ivan Jaime, parce qu'on parle de points d'interrogation qui se détachent. Ouais. On en a beaucoup parlé sur les 2 derniers podcasts. Moi, là, si je prends une version, un point de vue plus macro, la décision d'exercer ou pas exercer l'option, là, à moins qu'on soit déjà clair comme de l'eau de roche sur ce qu'on veut faire, puis que c'est décidé depuis le début, puis que dans le fond... On est juste en train d'attendre le bon moment. Je ne sais pas, là, je ne suis vraiment pas dans les secrets des dieux. Mais si tu te bases sur sa contribution sportive de la fin de saison dernière et de la poignée de matchs qu'il va avoir
parce que c'est ce qu'on retient du camp. Là. Il va pas commencer à San Diego. Il va pas commencer le deuxième match à Chicago. Ça va y prendre 3 matchs faciles avant d'avoir des minutes de jeu importantes. J'ai l'impression que c'est fin mars, si c'est pas début avril, avant que tu le fasses démarrer, parce qu'une rechute avec lui, ce serait catastrophique. Pour moi, ce serait la fin de ce projet-là. Hey, c'est complexe de chez complexe, décider si tu le gardes ou pas. Là. Puis je sais pas si on est confortable dans cette situation-là, parce qu'on a tellement fait nos devoirs sur lui, on connaît le gars, on l'a assez vu jouer, puis on se dit non. Puis on a une bonne idée physiquement où il va se retrouver dans 2, 3, 4, 6 mois. Si c'est le cas, chapeau au CF Montréal, parce que vous avez vraiment bien travaillé. Mais de l'extérieur, là, juste essayer, t'es pas loin de faire un pile ou face. Là. Tu mets-tu 5.5 sur lui ou non? Ça serait tellement, tellement cool que... Moi, j'aime bien. Ça ressemble... On parlait du c'est championnat espagnol, là, mais des gars comme... Il y a encore de la place pour ça en MLS. Mais Regarde Carles Rill. J'ai juste Carles Rill en tête. Il n'y a pas de la place pour ça. C'est le gars... Parce que ce que tu veux, là, c'est déstabiliser les équipes adverses, parce que quand tu arrives à déstabiliser une défense en MLS, ils sont pas tout aussi rapides ou tactiquement intelligents pour rattraper le coup. Puis c'est là où les Carles Hill sont des génies, les Diego Valeri étaient des génies, Nacho Piatti aussi. Jaime, là, c'est exactement le genre de profil dont le CF Montréal a besoin. Je dis juste, pour un club qui dépense si peu, ce 5.5-là, il vaut pas mal plus que le 13 millions que Miami garochait au LAFC avant que finalement ce soit une offre... ça a-tu été accepté, ça, pour Bouanga, 13 millions Non. Au Brésil? C'est 15 millions au Brésil. Oh, 15 millions au Brésil. Fait que, bref, tout ça pour dire, ça devient complexe sportivement à prendre comme décision, mais sur papier, là, moi, je reste sur mon impression dès le départ. Là. C'est un profil extraordinaire pour le CF Montréal. Je peux-tu revenir sur Thoralson, Vas-y. à gauche? Ces 2 matchs pré-saison, il a joué là, Thoralson. Ouais. On parlait de comprendre les principes, de s'habituer à cette équipe-là. Thoralson, là, il va jouer où? Il va vraiment jouer n'importe où, partout et nulle part? On était en train de parler de Fabienne Herbers en savent là? J'ai l'impression qu'on revit notre conversation du camp Thoralson, d'entraînement t'as raison, mais puis, je savais que t'allais dire ça, mais je pense que Thoralson, son recrutement est plus important que l'était celui d'Herbers. Herbert, c'était une doublure, c'était de la profondeur. Là, Thoralson, c'est un gars qui doit jouer, je pense. Oui. Mais moi, je pense qu'à tous les matchs, basés sur sa polyvalence, tu vas avoir une place où tu peux le faire jouer. En arrière à droite, au milieu, en défense centrale, à droite, à gauche. Moi, c'est comme ça que je le vois. Puis c'est une... Tu sais, on le voyait très positivement pour Mathieu Choinière. Jusqu'à ce qu'on se dise, là, il faut que tu y trouves une chaise à lui, parce que sinon, tu ne sauras jamais vraiment ce qu'il vaut. Oui, mais attends, tu redis ça par rapport à Mathieu Choinière, c'est parce que tu oublies quelque chose d'assez fondamental. On était content parce qu'il était en progression, parce qu'il y avait des minutes. Ouais. Thoralson n'a pas besoin de minutes. Là. On est d'accord. Il est rendu à même bout que Choinière en disant trouver une chaise. Mais c'est pour ça que je te dis, tu le voyais, fait que pendant une certaine période, en attendant que tu trouves ton ailier gauche, tu sais, tu as peut-être... jusqu'au mois d'avril, t'as peut-être... écoute, tu peux pas t'en aller. On s'entend que ton ailier gauche, là, tu peux pas commencer la saison juste avec ce que t'as là. Mais non. Mais c'est ça que... Mais aussi, ça crève les yeux parce que je suis dans la place de Donadel aussi. L'autre affaire, c'est l'équilibre, faire jouer le groupe, faire jouer l'équipe en quelque sorte. Puis si tu mets n'importe quoi ou un trou noir ou un dummy à gauche, pas le gars, le mannequin, là... Tu débalances peut-être ton équipe, tu joues pas dans tes principes, ou il faut tout le temps... Fait que tu prends quelqu'un qui t'apporte la stabilité, de l'équilibre en pré-saison, justement, pour avoir du rythme, pour engranger du rythme. S'ils savent qu'ils veulent, es-tu game d'attendre à l'été pour cet allié gauche-là? Non. Puis, Tout est game. Non, mais je me demande, j'essaie de mettre dans leur Jaime tête... arrive. Avril, l'allié gauche arrive. Ben, Jaime, justement, tu te dis... Peut-être. Thoralson va jouer à gauche. Puis tu mets il peut-tu faire jouer Jaquil Marshall-Ruddy à gauche? Ben oui. Marshall-Ruddy jouait là avec une signée. Il y avait Guboglo, Jaquil Marshall-Ruddy. Je me disais, mais n'importe qui d'autre. Thoralson me met à son poste en ce moment. Mais c'est quoi son poste? Moi, ça serait 8 avec Piette. Ou sinon, puis
arrière droit où il était. Puis surtout qu'à l'arrière droit, Bougaï, là, on l'a vu, rentre dans le demi-espace aussi, laisse la ligne à Sinchuk aussi. Thoralson, là, t'as pas un milieu de terrain, là, t'as, mettons, Piet et Longstaff avec Thoralson qui vient apporter un peu le surnom sur la droite dans le demi-espace. T'as de quoi pour jouer, là, non? Je suis d'accord. J'essaie juste de voir qu'est-ce que tu es prêt à faire comme sacrifice pour trouver ton gars à gauche. Parce que moi, la seule prémisse que j'accepterais pas, c'est Thoralson, c'est notre gars à gauche. Là, ça... C'est parce que on peut se poser le recrutement, les profils, ce que veut Marco Donadel. Marco Donadel, il veut son ailier gauche depuis qu'il est arrivé. Non, mais ça, moi, c'est le bout qui me fait halluciner. Il n'y a pas eu d'ailier gauche, il y a eu Escobar. Il n'y a pas eu d'ailier gauche, il y a eu Thoralson. Il y a eu Longstaff. Il y a eu Longstaff. À un moment donné, là, combien de temps ça va prendre de trouver un ailier gauche? La seule chose, puis là, je me fais l'avocat du diable, même si je pense comme toi, c'est surtout le fait que Marco Donadel, ça a pris quoi? Ça a pris 3 matchs l'année passée, donc on était rendu au 8e. On n'était pas au 10e match de l'année qu'on entendait parler de l'absence d'ailier gauche. On est d'accord là-dessus, puis c'est factuel, là. C'est correct, t'en as pas. Fait que tu passes l'été. En fait, Jaime, on a pensé que c'était lui. Là, peut-être qu'ils se sont rendus compte. C'est plus un 10. OK, pas de problème. Là, on est rendu à la fenêtre d'hiver. Mais j'essaie juste de voir comment eux le voient. S'ils se disent, on est prêt à mettre la totale sur ce gars-là. Est-ce que tu es mieux d'être patient? Je pense que le dossier Ivan Jaime, en ce moment, te confirme peut-être plus oui que non. C'est parce que ta question est dirigée... Ben oui, je sais. C'est comme... Je me mets... J'essaie de voir comment tu peux expliquer prendre le ça. bon ou celui que tu peux prendre plus rapidement. Non, mais ce que je suis en train de dire, c'est que si t'en as un dans ta mire, puis tu sais, puis tu discutes, puis c'est long. Ça avait été long, le nombre de fois où j'ai parlé avec Nick DeSantis, puis qui nous a raconté l'histoire avec Nacho Piatti, là. Tu sais, puis Nick, il dit toujours la même affaire. 99% du deal, là, ça marche, ça va, tu parles avec l'agent, tu parles avec le joueur. Le plus difficile, c'est closer. Puis ce que Nick il utilise toujours, c'est « getting over the line ». Là, ça devient... C'est ça qui est arrivé avec Jimmy Briand. Jimmy Briand, tout était fait. Il est à l'aéroport, il a mis ses valises Louis Vuitton à terre, puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a envoyé un message qui a mal été pris à quelque part, puis c'était terminé. Fait que c'est juste ça que j'essaie de voir. Comment on peut expliquer qu'à ce stade-ci, quand ça fait aussi longtemps qu'on parle d'un ailier gauche, on ne l'est toujours pas, puis ce soit une solution qui a un peu un feeling de bric-à-brac, là, parce que Dagourdan Thoralson, n'importe qui l'a vu jouer, là, quand Montréal l'a signé, as-tu été positif envers cette arrivée-là? Oui. 100%. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que dans ta tête, il y avait un scénario où c'était pour jouer ailier gauche? Non. C'est ça. Non. C'est juste ça. Fait que c'est pas une mauvaise signature. Non, mais tu que là, me dis, est-ce que... Puis en même temps, c'est pour ça que je te dis qu'il est dirigé. S'il trouve le bon gars en juillet... C'est certain, on peut pas... Mais à un moment donné, là... Mais c'est ton niveau de certitude. La saison 2026... Je suis 100%... Moi, c'est pour puis ça que ma ta réponse, lettre c'est que t'as non. envoyée... Je suis d'accord avec... Mais c'est là où tu te dis à quel point tu es capable de parier sur toi-même, dans ton recrutement ou dans l'équipe que tu as sur le terrain. C'est ça la difficulté, là. On a beau... Puis tout le monde le dit, puis moi, j'ai entendu d'autres versions de d'autres personnes en MLS, ce fameux... le fil d'arrivée, croiser le fil d'arrivée avec un joueur, c'est difficile. Avoir le joueur que tu veux, tu l'as jamais parce que le marché est trop gros, parce que Monteanu qui est parti avec DC United, qui a été payé 7 millions, c'est l'ailier gauche qu'il fallait probablement au CF Montréal. Écoute, tu es obligé d'avoir un plan A, B, C, D, Z, là. Mais c'est ça. C'est ta job. That's the name of the game. Ouais, c'est ça, la job. Tu vas-tu dire à un joueur, tu feras une bonne passe en juillet. D'ici là, tu rateras tout le reste, tu sais. C'est là la question. Moi ce que ce camp-là nous apprend, puis ce qu'on parle, en fait, moi, ce que je veux juste souligner par rapport à tout ça, c'est qu'ils ont besoin urgent d'ailier gauche, puis ils en parlent depuis 1 an. C'est seulement la deuxième fenêtre de transfert où Lucas Saputo est en charge. L'an passé, à pareille date, c'était Corey Ray. Après ça a été Gabriel Gervais. Après ça a été un flou technique jusqu'à l'arrivée officielle de Lucas. Il y en a 2. Combien de temps ça prend? À la réponse, combien d'ailier gauche ça prend pour visser une ampoule? Combien de fenêtres de transfert ça prend pour aller chercher ton joueur? Non, mais là, c'est même pas ton joueur, là, c'est un ailier gauche. T'en as pas un. À part Jaime, qui est un ailier gauche? Ben non, personne. Fait que il y a Herbers pour eux. Même pas, non, il à la limite, t'as l'impression d'avoir régressé dans ton poste. Puis là,
ça, c'est en présumant que Thoralson n'est pas un allié gauche. Mais t'es passé de... Il n'y a pas vraiment d'allié gauche à il n'y a pas. Il n'y a pas d'allié gauche. Hey, imagine s'il en signe un tout à l'heure entre notre montage. Oui, parce qu'on enregistre tôt le lundi matin. On se met tout ça comme buffer. Il faut juste parler, on a le temps presse. Ouais, là. vas-y. Sirois, Sirois, ouais. good for him. Mais Il s'en va, j'ai hâte de Dallas. voir pour la suite, il s'en va au FC Dallas. Moi, c'est ce que rapportait Tom Bogert, l'insider de la Ligue. En général, quand il rapporte, ça se fait aussi. Ouais. Michael Collodi, parce qu'ils ont perdu leur gardien numéro 1, Martin Pass, qui est parti, qui était pas mal. Hein? C'est Collodi qui est là, qui est un joueur issu de l'académie. C'était fini. Moi, attends, fais juste... Tu l'expliques bien, là. C'était fini pour Sirois à Montréal. Ah oui. Depuis qu'il a perdu son poste, Moi, pour lui, il n'y a pas de rédemption. Il y aurait eu une énorme plus-value pour le CF Montréal à garder Gillier, Sirois puis Breza. Ça aurait été... Mais c'était Jonathan Sirois, vous avez choisi Gillier, c'est correct. Moi, je dégage. Là. Je ne reviendrai plus. Si ça ne fonctionne pas avec Gillier, vous allez essayer quelqu'un d'autre. Parce que vous avez clairement statué que... Moi, puis c'est un gars plus jeune. En plus, tu sais, c'est pas un gars de deux gars de 28. Mettons Max Crépeau, Dane Sinclair avec le Canada. Ouais. Tu y vas avec la forme, tu y vas avec ta préférence du moment, tu y vas avec la chimie avec le groupe. Mais là, c'est des pommes puis des oranges. Tu vas chercher Brad Guzan, qui est vieux, qui reste 2 années, puis après ça, Exactement. Tu peux revenir. Exactement. Puis là, tu sais que quand lui s'en va, tu as peut-être pris du galon, tu as appris. Puis... Mais là, c'est pas ça. C'est Gillier, en plus, a une association avec Bologne. Fait que c'est l'incertitude totale. Mais son prêt, Gillier, techniquement, finit en juin. On s'entend qu'il va rester au-delà de ça. Là. Je veux dire, sinon, ce serait de la folie de laisser partir Jonathan Sirois et pas y avoir parlé. Mais super content pour lui, mais c'était évident qu'il fallait qu'il s'en aille. Là, tu te ramasses avec deux Québécois gardiens dans l'Ouest, un Québécois gardien à Orlando. C'est quand même impressionnant que le CF Montréal ait formé autant de gardiens. Bravo à Youssef Daha et tous ceux qui ont travaillé, Owen Brown et compagnie, là, tous ceux qui ont travaillé avec ces gardiens-là. J'ai hâte de voir s'il prend le poste de numéro 1 aussi. Parce que c'est un gars d'académie qui est là. Collodi, qui est pas... qui est correct. Non, mais c'est là où tu arrives. Puis il aime Collodi à Dallas. Mais c'est là où tu arrives. C'est un gars de la place. Oui, mais c'est là où tu arrives. Puis tu montres que toi, tu es un numéro 1. Tu montres que, tu sais, tu en as vécu des moments tough. Puis là, tu rentres comme leader. Tu te mets 2 pieds dans la place comme si tu étais un numéro 1. Je comprends que peut-être que tu vas être numéro 2. Mais c'est là où tu changes les perceptions. Puis il t'apprécie pour ce que tu amènes dès le jour 1. Pas sur... je me rappelle à l'académie, ce qui peut être très, très, très positif ou moins dans certains cas quand les perceptions évoluent plus négativement, si on veut, là, parce que je pense que ce qui est arrivé pour Sirois à Montréal, c'est ça. Super hâte de voir ce que ça va donner pour lui. Ça vaut la peine vraiment qu'on parle du 3e gardien. Je veux pas... Mais Breza, c'est ton 2e, c'est correct. Ouais, ça va pas être le kid de l'académie, là. Quelqu'un qui va signer. Tant qu'à jouer à... On fait des blagues sur Moneyball, là, vous comprenez l'expression. Non, mais là, tu n'investis pas. Non, c'est ça. Le gars de l'académie, 14 matchs. Si au pire, tu feras un prêt à quelque part à un moment donné, là, mais si un des deux se blesse... Mais un prêt avec... si Gillier un prêt avec possibilité de rappel, là, par contre. Parce que c'est ça, si Gillier se blesse, t'as quoi? Breza. Ouais, mais deuxième, c'est qui, si tu l'as envoyé en prêt? Ouais, c'est ça. T'as un jeune, mais... Un prêt avec possibilité de rappel. Non, mais la possibilité... Ça arrive là, que 2 gardiens de but soient blessés, là, mais c'est pas mon plus gros stress au monde. Ouais, mais tu peux pas... Ce que je veux dire, c'est que tu peux pas partir un match... Et puis c'est Breza en plus, là, tu l'as déjà vu sortir de sa surface de réparation, il est pas loin d'un carton rouge. Là. Fait que tu commences le match, puis t'as pas de deuxième gardien à la fin de match? Non, t'as un deuxième... c'est un gars d'académie, tu signes. Oui, mais tu peux pas l'avoir envoyé en prêt. C'est juste ça mon point. Parce que si tu l'envoies en prêt, il te reste 2 gardiens. T'en as un qui se blesse ou qui est suspendu. Thomas Gillier, il se fera pas expulser cette année? Non. Pas une fois? Non. C'est ça. On est d'accord. Ça te prend un gardien. Non, ça te prend un 3e. Non, ça t'en prend un 3e, mais il signe celui de l'académie. Toi, ton truc, c'est que tu veux pas... Mais lui, il jouera jamais, là. Il peut jouer avec les U19 encore, ces jeunes-là? Ouais, mais... Malgré le fait qu'il soit professionnel? Je pense que ça dépend de l'âge, puis il y a des quotas là-dessus. Ouais. Faudrait que je vérifie, mais dans pas long, ou au pire, en même temps, inversement, la réflexion inverse, va t'en chercher un pas cher
tu peux en ramasser un pas cher, troisième gardien de but qui, dans la ligue de professionnels, des deuxièmes, des troisièmes. Avant qu'on se mette à parler de la MLS Next Pro encore, là, parce qu'elle est là ta solution à tout ce casse-tête-là, continuons. On parle-tu de la MLS? C'est drôle, 2 de leurs plus grosses signatures de l'an dernier venaient directement, ont été recrutés, Escobar Puis, et Morales. ouais. C'est 2 gars qui ont été recrutés à travers la MLS Next Pro. Commence pas ça. C'est le data de la MLS Ouais, mais Next ça Pro. C'est m'intéresse pas. OK, merci. Ça va me mettre de mauvaise humeur. Là. La semaine commence super bien. On a un bon show. On discute. Parle-moi pas de MLS Next Pro, s'il vous plaît. Veux-tu me parler de l'Inter Miami à la place? Ah, je voulais juste te faire ma liste. En fait, depuis le début, parce qu'on fait ça à plein axe, on se dit, est-ce que Montréal est en retard? Est-ce que Montréal a une bonne entre-saison? C'est pas... Si tu compares au reste de la Ligue, je te dirais que Montréal était peut-être même dans le premier tiers au niveau des transferts, parce que... Ils ont bougé vite. Hein? Ils ont bougé vite. Ils ont bougé vite, tu sais, au nombre, puis aux gars qui vont avoir une influence dans l'équipe. En même temps, c'était une équipe qui avait besoin de beaucoup de choses. Tu sais, je regarde une des équipes, d'ailleurs, je vais te dire tout de suite, j'ai fait mon podium des équipes qui ont le mieux fait jusqu'à présent dans la fenêtre des transferts. Je regarde Houston particulièrement. Ils ont, écoute, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nouveaux partants, Houston, qui n'ont pas fait les séries l'an passé. J'aurais pu mettre DC United là-dedans, mais j'aime pas nécessairement le recrutement. Hey. J'aime pas Baribeau comme joueur, même s'il a marqué... T'aimes pas Baribeau comme joueur? Non. Hey, moi, j'aurais pris Baribeau à Montréal n'importe quand. Ah ouais? Ben oui. Hmm, Ouais, mais ça, tu parlais, quand on parlait de Sam tantôt, là, tu parlais de physionomie. Là. C'est peut-être moi, ça. je pense que c'est ça. Parce que Baribeau a plus l'air d'un gars... Je serais ouvert à me qui faire va- convaincre. Qui va être placier ou qui va s'occuper de la sécurité au Subaru Park, qui va marquer. Là, mais moi, c'est un gars qui a... C'est une version différente de Thomas Müller là, que tu vois. Je parle pas de la qualité de joueur, là, mais tu le regardes, tu fais comme... L'air de Toi, rien. tu joues pas au ballon, là, toi, là. Chris Wondolowski Ouais. aussi, peut-être, dans une certaine mesure. Le gars, il a l'air de rien. Il lève Ouais. son chandail, tu disais, c'est le meilleur marqueur de l'histoire de la MLS, mais non. C'est mon barista au Second Cup, mais c'est pas... Bon. Fait que c'est ça. En fait, allons-y. Houston? Juste à faire sur la 3e match de les Galaxy. Ils ont fait des transferts pur jus. Quand je te disais, c'est... puis eux, ils ont eu une curveball. Ricky Pouge, qui est leur joueur désigné. Quand tu as un joueur désigné qui est perdu pour la saison, pour une 2e saison de suite, c'est une méchante curveball C'est ça. dans une équipe qui devait accélérer parce qu'ils ont connu une saison régulière de misère. Glesnes, Hack, ils ont fait leur défense centrale. Moi, attends une minute. Là, ça me fait plaisir. Parce que Justin Hack, t'es un fan fini. OK? Depuis longtemps, oui. Bon. Ben, fan fini, oui, oui. Mais Jacob Glasnes, Je suis pas très pas tant que ça. non, je sais. C'est pour Ouais. ça que je trouve ça... Ben, moi, je l'aime beaucoup. Tu savais que je ne tripais pas sur... Ouais. On en a déjà parlé? Puis je trouve ça Il est correct. très, très drôle qu'il ait recruté les deux. Tu sais, je m'imaginais te voir rentrer... constater l'entrée de Justin Hack puis faire « Hey, wow! » Puis 5 minutes après... Ah, ouais, Jacob Glasnes. Non, mais Glesnes, il y a une grosse patate. Moi, je trouve qu'il est très, très bon. En fonction du gars que tu as à côté, là, Ouais. c'est le patron que tu Ouais, veux ouais. dans une défense. C'est le Janssen d'Orlando. C'est le Chad Marshall je de prendrais l'époque. Jensen avant Avec... lui. Oh, moi aussi. OK. Mais ça n'empêche pas que je trouve Glasnes intéressant. Klaus, tu parlais de... c'est peut-être aussi ça. J'ai peut-être un billet physionomiste. Genre de quoi il y a de l'air. Mais rappelle-toi qu'il y a un pas joueur à l'air d'un Montréal. Brésilien, en tout cas. Non. Mais écoute, toute l'année, tu sais, j'ai écouté... j'avais plusieurs matchs de Saint-Louis au début de l'année. Puis Klaus, je me dis, waouh, c'est compliqué. Ou du moins, c'est pas un joueur désigné ou c'est pas... C'est un des... Quand tu te rates dans le joueur désigné, c'est un bon joueur. Ah ouais. Quand tu te rates dans un joueur désigné, tu as l'impression de sous-produire. Tu sais. Mais on l'a vu contre Montréal, son abnégation. Ah non, c'est puis fou. Le gars, c'est une machine de travail. puis je pense même son intelligence tactique. Encore là, malgré moi, il faut que je dise que Klaus, c'est un bon... puis même chose pour Eric Tommy. Il y a des gens qui m'ont déjà demandé sur Twitter en Casey. disant « Hey, de l'ancien Sporting Casey qui s'en va au LA Galaxy, c'est-tu un gars qui serait pas pire à Montréal? » Puis, oui, comme n'importe quel Ouais, mais bon joueur. C'est pas une pièce comme Klaus. Là. Non. C'est- Mais en même temps, Non, c'est un gars qui vient s'inscrire dans quelque chose. C'est pas un gars qui vient driver Non, le projet. Non. Mais en même temps, il va faire du bien au LA Galaxy. La question est au milieu de terrain aussi. C'est un gars qui est capable de jouer. Ça va être intéressant. À voir. Galaxy 3e marche. J'ai mis Houston 2e.
Houston, eux, tu sais, on parlait... Puis c'est facile à dire de notre point de vue, puis c'est... on dit, t'as pas trouvé ton allié gauche, puis... Mon point, moi, c'est que depuis le 24 avril 2025, tu sais que tu en as besoin d'un. Tu avais du temps pour le trouver, puis le convaincre, puis aller, je sais pas, flirter avec, puis le mettre sur ta liste, puis il l'a pas encore. Écoute, on sait pas, là, il reste des semaines, puis c'est compliqué d'être directeur sportif. Mais Houston, ils l'ont fait. Écoute, ils avaient besoin d'améliorer leur coup de pied arrêté. Ils avaient besoin d'améliorer aussi leur transition offensive. Pas leur créativité nécessairement, mais leur explosion vers l'avant. Ils avaient besoin... quoi d'autre, là, je regarde? Ultimement aussi, ils veulent du caractère. C'est ça qu'ils sont allés choisir. Tu sais? Puis, ils sont allés chercher Guy Hermé, qui était, je pense, capitaine à Santos. Alter, qui était aussi le défenseur, là, qui était capitaine dans son... Botafogo. Ouais, c'est ça. Ils ont fait revenir Herrera. Bref, ça, c'est ils intéressant. ont Negri qui a joué dans des bonnes équipes aussi, qui va être leur arrière-gauche probablement. Ça, d'ailleurs, Herrera qui dit je suis parti, je suis pas parti en super bon terme avec le club, ma famille est ici, je suis très heureux d'être capable de revenir. Ça prend... Je serais curieux, moi, de savoir comment ça fonctionne. Est-ce que c'est tout le monde qui met de l'eau dans son vin? Est-ce que c'est par obligation que tu fais juste dire ça pour que ça paraisse bien dans les médias? Mais d'être capable de ramener un gars comme ça, avec qui ça s'est mal terminé, des fois, quand c'est juste contractuel, c'est pas si pire. Mais si c'est des disputes là, qui deviennent plus personnelles ou c'est des trucs de perception, ça peut devenir compliqué. J'ai hâte de voir, bref, tout ça pour dire, là, puis ça revient à notre discussion sur Chucky Lozano à San Diego l'an dernier. J'ai hâte de voir, lui, ce que ça va donner avec son retour à Houston. Puis les autres, il y a des joueurs qui reviennent de blessures. Genre, là, ils n'ont pas tant d'avant-centre, du moins je regarde. J'ai regardé leur match pré-saison. Il y a un gars que, puis j'étais assez, pas fier de mon coup, mais tu sais, quand tu... Nick Markanic, faut dire, je pense. J'ai discuté de lui avec des personnes parce qu'il avait fini meilleur marqueur de la USL l'an dernier. Je me suis dit, est-ce que c'est un projet de réclamation pour le CF Montréal? Finalement, il n'est même pas venu en MLS en 2025. En pré-saison, il est rendu à 4 buts. Ça doit être attention, de la pré-saison, c'est de la pré-saison. Mais 4, c'est Non, puis ça substantiel. pourrait... Puis je pense pas qu'il va être premier. Puis aussi, il y a des perceptions, là. Il y en a d'autres devant lui. J'oublie les noms, là, mais... Markanic, peut-être de la belle profondeur. Tu sais, on parlait du 4e attaquant, là. Ça aurait été... c'est peut-être quelqu'un que le CF Montréal aurait pu... En tout cas... C'est pas parce que quelqu'un fait bien ailleurs que tu dis, tu sais. Mais en même temps, c'est le genre de joueur. Moi, je m'étais beaucoup intéressé à lui. Les commentaires n'étaient pas super bons, nécessairement, en disant, je sais pas si ça va se traduire en MLS. Mais là, 4 buts en pré-saison, à voir. Je te rappelle que George Campbell, on se demandait s'il avait les pieds pour être un titulaire en MLS à Atlanta. Ouais, c'est ça. Il faudrait que je revoie mes sources, pas tant nécessairement mon instinct, mais mes sources. Ta médaille d'or? Puis Ben c'est Miami, man. Puis, écoute... Ils ont bien beau, ils ont de l'argent, puis ils ont de l'ambition, plein les culottes, mais ils le font en ce moment. Je pense que Miami est meilleur que l'an passé. Ils sont allés chercher le gardien de but de l'année en MLS, OK? Ils sont allés chercher un Michael, le défenseur qui était à Houston avant, qui est top. Ils ont Ayala à Portland comme bonne signature entre les deux. Tam, c'est un gars qui va jouer au ballon, puis qui est dans une équipe comme... qui va avoir une facilité probablement à s'intégrer dans une équipe comme Allende Miami. permanent. Oui, de Paul permanent, ça, on le savait, on l'anticipait, mais quand même, ils les ont gardés. C'est quoi la partie de Brand? Bertrand Ramé, voyons, le gars, il a 27 ans, l'attaquant, le Mexicain. Bref, médaille d'or. C'est quoi, quelle portion? Bertrand Ramé. J'aime ça. Je suis dyslexique. C'est Bertrand Raymond. Bertrand Raymond. Que tu C'est cherches. un Hall of Famer, mon gars. OK. C'est quoi la part de responsabilité C'est comme ça que je vais l'appeler pour le reste de la saison. Qui- Bertrand Raymond. qui- Merci à Bertrand Raymond. qui la part de responsabilité qui revient à une bonne exécution de Miami, puis la part de responsabilité qu'on doit attribuer au brand de Miami. Parce que tu regardes Vancouver, là. Vancouver, c'est un shit show en ce moment, là. Encore là, c'est hier qu'Axel Schuster disait, il y a Fini des... Miami. Non, mais parce que moi, je mets les deux, c'est l'envers d'une même médaille, là. Moi, je pense que Vancouver a super bien travaillé depuis 2 ans.
C'est ce qui a fait qu'ils ont été capables, puis on s'en parlait, d'aller chercher Thomas Müller. Le coach était cohérent. Il se passait quelque chose dans cette équipe-là. Mais avec le recul, tu te dis, le brand n'est peut-être pas assez fort pour amener ça au-delà de la saison en cours. Et le fait que ton meilleur défenseur, il se fâche, puis il veuille un meilleur contrat, puis que tu es plus ou moins capable de gérer ça avant que le camp commence, c'en est un bon exemple. Alors que Miami, tu as l'impression que le brand est tellement fort, tu as l'impression que les 2-3 prochaines années, c'est tellement excitant avec le Freedom Park qui s'en vient dans moins de 2 mois. Je veux pas dire que ça se fait tout seul parce que ce serait manquer de respect à une équipe qui a clairement travaillé fort pour aller chercher ce monde-là, mais t'as besoin de faire quoi pour convaincre Dane Sinclair d'aller garder là? T'as raison. Mais, tu sais, écoute. Je dis juste dans 5 ans... Qui a essayé avec plus de joueurs, Montréal ou Miami? Parce que là, en plus, on sait qu'ils ont essayé d'aller chercher Blackman, d'extirper Blackman, le défenseur de l'année. Il était aussi en train d'aller chercher un des attaquants de l'année. Ils ont essayé avec Benteke. Là, à l'échelle du CF Montréal, c'est... Non, mais oui, exactement. Puis ils ont essayé avec Montanou. Parce que moi, la question que je pose vraiment, en fait, on aura la question dans 5 ans. La réponse dans 5 ans. Laisse-moi juste finir là-dessus. Miami, là, quand Messi sera plus là, quand la nouveauté du Freedom Park, qui va rester neuf, bien comme il faut dans 5 ans, là, on s'entend, mais quand on va avoir passé ça, est-ce que c'est le brand en ce moment? Est-ce que c'est le brand tout court? On a l'impression là, que le LA Galaxy, là, malgré les années vraiment tough qu'ils ont vécues il y a quelques saisons, ils ont toujours gardé un truc un peu luxueux qui a baissé dans sa cote quand le LAFC est arrivé, parce que tu as l'impression que sportivement, le LAFC était mieux organisé, puis le soccer était beaucoup plus abouti. Mais c'est ça la question que je me pose. Tu regardes Vancouver, tu es finaliste de MLS Cup, Miami, finaliste de MLS Cup, 2 brands aux opposés. Tu en as un qui arrive dans un nouveau stade, l'autre, tu sais pas où ils vont finir par jouer dans pas long, tu sais pas où tu jouerais ta demi-finale de Leagues Cup, puis t'es aux antipodes de ta capacité à attirer du monde. Je trouve ça fascinant. Moi, je pense qu'on s'en va vers ça. Puis on a déjà fait l'exercice de quoi va avoir de là la MLS en 2027, mais on pourrait le faire encore plus loin. Moi, je pense que le brand va s'établir, à moins qu'il y ait une explosion. Mais puis c'est une équipe qui va continuer à dépenser beaucoup d'argent, qui a vraiment beaucoup d'ambition. T'sais. Man City, à la limite, Manchester United, malgré toutes ces années, Chelsea, c'est bien plus facile à aller chercher à cause de la patine, mais aussi à cause de l'argent qu'ils mettent au bout. Mm-hmm. Puis Brighton, qui est bien géré, qui est probablement mieux géré que ces 3 équipes-là que je viens de te nommer, c'est un peu plus difficile d'aller chercher, même si c'est mieux géré, mais ils attirent pour d'autres raisons, puis ils travaillent visiblement dans d'autres tales aussi. C'est ça le futur de la MLS. Il y a des équipes dont Miami, vont s'installer au sommet, puis ils vont être les Real Madrid de cette ligue-là aussi, et toute proportion gardée. Tu sais. On est d'accord. Hey, le temps file. Ton immobilier, là, on avance genre juste dire, ça m'hallucine. Puis c'est assez particulier dans les messages que la MLS envoie. C'est-à-dire que Vancouver, ça va mal. Ouais. Tu l'as dit. Puis ça va mal au point où là, pour les premières fois, ils disent « Hey, les gens, c'est pas attractif ici, c'est pas un bon... » Ils sont en train de dire que Vancouver, c'est pas un bon marché. Parce que pour situer les gens qui n'ont pas suivi l'affaire, c'est que ils ont un deal cette année pour jouer au BC Place, mais ils ont des conflits d'horaire pour la Leagues Cup puis le championnat canadien. Donc, ils vont devoir jouer ailleurs. Puis ça peine, ou du moins ça frustre beaucoup. Ailleurs étant peut-être pas à Vancouver. Pas à Vancouver, exactement. Puis ça frustre beaucoup l'état-major en disant on s'est pas entendu, puis on pourra pas s'entendre. Tout le monde fait des efforts, mais c'est pas viable ici. C'est pas viable ici. Là. On en est presque à dire, écoute, c'est pas sûr que Vancouver, et où je veux m'en venir, puis où les canons, mais aussi c'est un message ambivalent, puis une ligue rushing à faire ça, c'est que puis on est-tu rendu au point de saboter Vancouver? C'est pas attractif. Dans le processus de vente qu'on a enclenché, il n'y a personne qui veut acheter cette équipe-là à Vancouver. Ouais. Parce que quelqu'un veut l'acheter. Non, mais il y a l'autre stade, là. Il y a l'autre site là, qui n'ont pas commencé une phase d'exploration? Ou, il y a une phase d'exploration. Puis les termes sont larges, à dessein, je pense, aussi. Mais moi, mon point, c'est que la MLS puis que Vancouver disent « Hey, on essaie de vendre, mais personne ne veut l'acheter.
en ce moment. Personne ne veut l'acheter au BC Place, ça c'est clair. Ouais, Il disait qu'ils font une douzaine, environ 12%, ils empochent environ 12% des match day revenues, des revenus J'entends. le jour d'un match. C'est impossible. J'entends. Mais moi, je te parle seulement de communication. Qu'on en arrive là en disant c'est pas attractif. Oui, j'entends qu'on veut mettre beaucoup de pression sur La ville. Vancouver, puis la ville, puis la province. les différents niveaux de paliers. Mais rendu là, mais c'est un gros bazooka. Mais tu ferais quoi d'autre? Moi, Non, ce sais, que ils sont j'entends, c'est rendus que la là, province mais moi- bouge pas, la ville bouge pas. Mais moi, je suis très, très, très... On en a parlé avec Alexandre Panton avant Noël. Il y a une inquiétude à savoir, puis exactement, si je suis un investisseur, avec le dollar canadien, j'achète une équipe, je vais faire beaucoup plus d'argent à n'importe où aux États-Unis qu'à Vancouver. Il faut quelqu'un de passionné et de local qui veulent rester là aussi, parce que c'est compliqué. Moi, je trouve ça très inquiétant. Puis quand je vois M. Montagliani arriver, dire « Ouais, c'est plate, hein? » Puis faire comme s'il avait vraiment été dans les tranchées ces 12 dernières années-là, ça m'irrisse le poil. Je cherche quelque chose pour pas sacrer ou pour pas... Mais ça me choque. Puis juste en terminant, là, on enregistre, je le disais tout à l'heure, tôt, lundi matin. Jesse Marsh était en mode teaser. Tu parles de communication. Peut-être des Canadiens qui reviennent en MLS ou... Il a dit éminemment à Ben Steiner, qui est un journaliste qui est basé, je pense, à Vancouver, il a dit d'ici peu, là, dans les prochains jours, il y a un international canadien qui revient en MLS. Qui? Kyle Aaron? Non, Carl Laren aurait signé Ah oui, c'est vrai. Mais, en Championship, je pense. Eustachio? ça, Eustachio, il peut être ça super. s'en finit à Porto. Il peut être super. Ben, il a joué 8 matchs de championnat cette année. Non, ils viennent de recruter un autre milieu, je pense. Eustachio à Montréal, on vient de parler du 8. Non, mais là, arrêtez. Là, C'est pas le type. Tu sais, Marco Donadel demande des affaires des fois. Il l'a une fois sur deux. C'est-tu normal? Bon, Non, mais y a-tu les c'est autres... toujours bien mieux que Rémi Garde qui demandait tout sauf Boyan. Ah ouais. C'est comme ça que ça s'était terminé. Bref. Hâte de voir. La semaine prochaine, on aura la réponse à savoir c'est qui revient. Mais tu as raison, Steven Eustachio, c'est un des profils qui semblent les plus intéressants pour bien des clubs en MLS, d'ailleurs. Je pense qu'il y a plusieurs équipes qui pourraient le trouver intéressant. Si vous avez des commentaires, c'est notre page YouTube, naturellement. Oui. N'hésitez pas à partager. Aussi, à vous abonner particulièrement à cette page YouTube dans l'environnement KO Sport. Aussi, naturellement, on répond à vos questions le plus possible sur YouTube. Je l'ai fait beaucoup cette semaine. On va continuer à le faire tout au long de l'année. On a un extra, comme Qui à s'en chaque vient. semaine. Yes. On a parlé de Groenland. Puis on fera pas allusion à de la géopolitique, je pense. Ben, peut-être un pas. peu. Peut-être un peu, mais ouais, venez faire un tour dans l'extra. Abonnez-vous à la plateforme de KO. One Week, One Title, Football in Greenland. C'est hallucinant, on est tombé là-dessus. Un mini-documentaire de la BBC qui est franchement intéressant. Un ou l'autre. La question, cette semaine, je vais le teaser là, la question. OK, ouais, d'accord. Je te demande, si tu avais à choisir entre d'écrire sur place une finale de la Coupe du Monde ou une victoire de Montréal en MLS Cup, tu choisis quoi? Puis tu vas nous donner ton conseil de papa pour la semaine. On se retrouve de l'autre côté avec l'extra.